TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. Dans l'actualité ce mardi, la formation en ligne, l'auto-formation, une pratique courante. Aujourd'hui, les enseignants du cours primaire s'y mettent. Des équipements sont mis à leur disposition. Le matériel était remis à 13 centres de formation de formateurs. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Cialo, ouverture de la 7e édition ce mardi. Expo, rencontres de discussion vont notamment meubler cette plateforme de promotion des produits agricoles locaux. Et puis, les réseaux sociaux, plus personne n'y échappe, mais comment les utiliser? À l'université de Cara, les étudiants tentent de trouver une approche rationnelle. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. D'abord, le cabinet Deloitte Zone Afrique francophone prêt à accompagner le Togo sur le programme national de développement, le PND. Son directeur général en a discuté ce matin à la primature. Échange avec le chef du gouvernement au cours d'une audience. Voici d'ailleurs les précisions de Brice Chersley. C'est lui, le directeur général de Deloitte Zone Afrique. Des propos recueillis par Robert Potorbi. Beaucoup échangé et écouté Monsieur le Premier ministre, qui à la fois présenter une vision très pertinente en fait des projets du Togo et de l'avenir du Togo, et à la fois aussi une approche très pragmatique sur la façon de mettre en place et de développer les axes stratégiques qui ont été définis notamment dans le PND. Voilà, et nous en tant qu'organisation Deloitte, leader au plan mondial, leader aussi en Afrique, à la fois du conseil et de l'audit. On est présent au Togo, on est présent en Afrique, et notre vocation est aussi d'accompagner à la fois les acteurs publics et privés dans le développement économique des différents pays. Alors nous, Deloitte, on est un groupe de conseil, donc on fait effectivement des missions de stratégie, mais surtout notre particularité, outre le fait d'être très présent dans les différents pays d'Afrique, notre particularité, c'est d'accompagner les dirigeants publics et privés dans le déploiement des stratégies. Avoir une très belle stratégie, c'est une chose. Réussir à la déployer dans les temps, avec l'impact qui est attendu, et avec aussi des actes et des réalisations concrètes, c'est vraiment quelque chose qui est très important à la fois pour les acteurs publics et les acteurs locaux. Donc on a évoqué un certain nombre de pistes qui touchent à des filières économiques, à des projets notamment concernant le rôle important du Togo en tant que hub logistique, en tant que centre des affaires, en tant qu'acteur important dans l'agro-business. Donc on a évoqué un certain nombre d'opportunités très concrètes sur lesquelles un acteur comme Deloitte, comme d'autres acteurs d'ailleurs de l'écosystème économique, les banques, d'autres intervenants, des acteurs privés aussi, on a beaucoup insisté sur ces éléments-là, sont susceptibles collectivement d'accompagner un pays comme le Togo à atteindre ses objectifs et à faire en sorte que le PND soit un succès pour l'ensemble du pays. La deuxième personnalité reçue par le Premier ministre comme Selom Klassou est le directeur régional du PAM, Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Abdou Diang. Les discussions portaient sur la coopération entre le Togo, le PAM et le système des Nations Unies en général. Le directeur régional a présenté au chef du gouvernement à l'occasion l'étude réalisée par les spécialistes togolais, étude portant sur l'élimination de la faim liée aux ODD en son article 21. Écoutons Abdou Diang au micro toujours de Robert Botobi. Nous venons de rencontrer Monsieur le Premier ministre. La discussion a tourné essentiellement autour de la coopération entre le gouvernement du Togo et le Programme alimentaire mondial et plus généralement entre le gouvernement et les Nations Unies ici au Togo. Nous avons discuté avec le Premier ministre sur une étude que nous avons conduite dans le pays
dans le cadre de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 2, qui est d'éliminer la faim. Cette étude a été donc remise au Premier ministre. Elle doit faire plutôt l'objet d'un lancement officiel. Ça, c'est déjà un pas et nous attendons que la date de lancement soit fixée pour que l'ensemble de la population togolaise puisse en prendre connaissance. Je veux dire par là, ce n'est pas une étude qui a été faite par des experts du PAM, c'est une étude qui a été faite par des experts togolais avec le soutien du PAM et vous en saurez davantage. Nous avons aussi discuté d'un certain nombre d'activités que nous voulons soutenir le gouvernement. Ça veut dire les cantines scolaires. Il y a déjà un programme de cantines scolaires qui est en cours, mais voir un peu comment l'élargir et comment rendre ce programme beaucoup plus efficace pour que plus d'enfants togolais puissent en bénéficier. Nous avons aussi touché sur le volet soutien aux petits producteurs dans le domaine agricole et faire en sorte que demain, les produits locaux produits ici soient utilisés aussi dans le cadre des cantines scolaires plutôt que d'importer des produits. Et enfin, nous avons parlé d'un autre volet qui est le volet logistique. Comme vous le savez, le Programme alimentaire mondial a un hub logistique ici au Togo qui fait de telle sorte que beaucoup de produits sont importés, débarqués au port de Lomé et réacheminés. Ces produits sont réacheminés dans la région, plutôt dans l'interland. Et ça rend aussi tout ce que je vous ai dit dans le cadre du PND. Voilà en gros les sujets qu'on a abordés avec le Premier ministre. Et voilà donc pour les audiences ce mardi à la primature. Autre sujet évoqué maintenant, la sécurité, la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Quelles leçons pour l'Afrique? C'est le thème de la rencontre du club des diplomates de Lomé hier à l'hôtel Sarakawa. Au regard de l'actualité, il y a eu débat. Le terrorisme semble rapprocher davantage les deux zones. Le compte rendu de Erlo de Kilifou. Le Moyen-Orient et l'Afrique, deux blocs politico-économiques, en proie aujourd'hui au terrorisme. Au menu des échanges des membres du club diplomatique de Lomé, la situation au Moyen-Orient, les leçons pour l'Afrique. L'ambassadeur Ri Gilad du Centre de recherche politique du ministère des Affaires étrangères d'Israël a présenté les 4 acteurs politiques en présence au Moyen-Orient et les conflits principaux entre ces groupes qui font planer la terreur dans la zone. Au regard des dénominateurs communs de ces deux entités, le conférencier a proposé des pistes de solutions pour l'Afrique. Togo et l'État d'Israël peuvent très bien collaborer en matière de lutte contre le terrorisme. Israël a une grande expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Le Togo n'est pas confronté au même problème de terrorisme que Israël, heureusement. Mais je crois qu'à l'avenir, il va falloir que les deux États se mettent ensemble pour avoir une réponse aussi bien militaire que sociale à la menace terroriste. Vous savez, une réponse militaire seule ne suffit pas. Il faut y ajouter une société forte, un système social solide qui ne mette pas des gens au bord de la route, qui ne laisse pas de laisser pour compte un système social qui prenne en compte tout le monde et une solidarité nationale agissante. Je crois que ça empêchera les terroristes à trouver une faille à nos sociétés et à faire de nos pays leur base. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Robert Doucet, s'est réjoui de la pertinence et de la qualité des échanges qui ont toujours caractérisé les débats au sein du club des diplomates de Lomé. La lutte contre le terrorisme
est une préoccupation planétaire et aucun État pris isolément ne pourra venir à bout de ce phénomène. L'Afrique peut donc tirer des leçons de l'expérience des autres pays en matière de lutte contre le terrorisme afin de garantir la stabilité sur le continent. Elle se rapproche aussi davantage les universités du Togo et du Maroc, rapprochement sur l'éducation, sur le développement, identifié comme un vecteur de la coopération Sud-Sud. Un forum interuniversitaire entre les deux pays s'est d'ailleurs ouvert ce mardi à Lomé sur le sujet. Les travaux vont durer 4 jours. Chassim Nabaka. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet dans le courant de cette édition. Le diplôme, oui, bien sûr, mais que savez-vous faire concrètement? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent des profils auxquels ne répondent pas forcément les formations. Une préoccupation prise en compte dans un document de l'enseignement technique et professionnel. Il a été présenté ce mardi à Lomé. Les grands axes avec Gérald Agoudjou. La rentabilité du marché du travail, une résultante de l'adéquation formation-emploi. Depuis 1990, le Togo s'inscrit dans la réforme de son système d'enseignement technique et de formation professionnelle, mais des défis restent à relever. Pour plus d'amélioration et de dynamisation de ce secteur, les différents acteurs ont entamé des séances de travail depuis mai 2017 dans le contexte du projet de développement de capacités pour l'éducation. Les travaux viennent d'aboutir à un document de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'outil est ici vulgarisé. Aujourd'hui, dans notre système, nous avons très peu de centres de formation technique et professionnelle au Togo. Une très faible proportion de jeunes filles élèvent dans notre système, surtout dans la section industrielle. Les points saillants, d'abord, c'est la révision du cadre législatif qui régit notre système. Ensuite, un accent sera mis sur l'accès à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Selon le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Georges Aïdam, ce document permettra de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour le marché de l'emploi, surtout pour la jeunesse qui représente plus de 30% de la population togolaise. Il va être assorti de 2 autres documents qui sont également en préparation. Il s'agit du plan d'action et puis du chiffrage, disons, du coût que les actions prévues vont pouvoir entraîner. Donc, notre premier objectif, c'est d'offrir des formations de qualité. Le deuxième, c'est d'offrir des formations variées qui prennent en compte tous les secteurs de l'économie, parce qu'il s'agit d'offrir aux jeunes Togolais, aux citoyens togolais, les opportunités d'une insertion professionnelle réussie. Les présents travaux permettront d'enrichir, d'améliorer et de faire des propositions en vue de faire du dit document un outil capital de développement dont la finalité est de hisser le Togo au rang des pays émergents à l'horizon 2030. Une prochaine rencontre est prévue pour sa validation par les différents acteurs de l'éducation, les partenaires y compris. Et au besoin aujourd'hui, vous le savez, on a la possibilité de s'auto-former en ligne, par Internet. Les enseignants, eux aussi. Le projet UNESCO Fonds en dépôt de Chine, c'est l'intitulé du projet. Il met à disposition des Fac Lab et Wi-Fi Terrasse. Ce sont des équipements. Ils ont été remis hier aux responsables de 13 centres de formation de formateurs. Plus de précisions dans ce document avec Carmen Madjiakapo. Directeur et responsable des 13 centres de formation des formateurs du secteur de l'éducation togolais reçoivent ici les kits informatiques devant leur permettre d'équiper leurs Fac Labs et Wi-Fi Terrasse. C'est un dispositif mis en place et développé par la deuxième phase du projet UNESCO Fonds en dépôt de Chine, CEFIT. Il permet aux enseignants de s'auto-former en ligne grâce aux TIC. Technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, la formation des enseignants est un gros défi et nous voulons à travers ces projets faire bénéficier au Togo de l'expertise internationale en matière d'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour former
les enseignants à distance. À l'Institut national des sciences de l'éducation, INSEE, de l'Université de Lomé, le dispositif FacLab et Wi-Fi Terrasse du CEFIT est déjà installé et opérationnel. La plateforme de formation en ligne comporte 5 modules essentiels. Le projet s'adresse à la fois à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur. 5 modules ont été disséminés dans le dispositif. Le premier module concerne comment faire classe à distance à un public qui n'est pas en face de soi. Le deuxième module, c'est comment évaluer sur table un grand nombre d'effectifs d'apprenants par question à choix multiples, autocorrigés. Le troisième module s'intéresse au montage audiovisuel. Le quatrième module s'intéresse au renforcement de la présentation orale présentielle grâce à un tableau blanc interactif nomade. Et enfin, le dernier module concerne la formation des directeurs d'école à la gestion électronique de leur établissement. Le projet UNESCO Fonds en dépôt de Chine, CEFIT, est financé par la Chine. L'idée est de promouvoir une éducation de qualité au Togo. Dans la culture chinoise, l'éducation joue un rôle très important. Le développement de la Chine est dû en grande partie à l'éducation. C'est pourquoi nous voudrions redoubler d'efforts pour intensifier la coopération avec les pays africains. Nous voudrions aussi soutenir les efforts du gouvernement togolais pour assurer une éducation de qualité pour les jeunes togolais. Nous sommes disposés à accompagner les efforts du gouvernement togolais dans ce domaine. La mise à disposition de cette plateforme aux enseignants marque, selon le gouvernement, un tournant décisif dans la formation des enseignants du Togo. Ces équipements, une fois installés, faciliteront le réseautage des centres de formation des enseignants et permettront ainsi le partage des savoirs et des connaissances et l'uniformisation des pratiques dans les centres jouant le même rôle, comme par exemple les écoles normales d'instituteurs ENI, afin de s'assurer de la même qualité de formation dans les centres similaires. Plus de 350 enseignants seront donc formés après l'installation de ces équipements pour développer les FacLab et Wi-Fi Terrasse et améliorer les pratiques pédagogiques. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure dans le courant de cette édition, elle se rapproche davantage les universités du Togo et du Maroc, rapprochement sur l'éducation, sur le développement, identifié d'ailleurs comme un vecteur de la coopération Sud-Sud. Un forum interuniversitaire entre les deux pays s'est ouvert ce mardi à Lomé sur le sujet. Les travaux vont durer 4 jours. Chassim Nabaka. Voici un échantillon des écoles, instituts d'enseignement supérieur et universités qui attirent chaque année entre 800 à 1000 étudiants togolais au Maroc. Si cette mobilité s'est toujours faite de façon non formelle, il est désormais question de l'organiser et de la structurer. Ce sera à travers un accord cadre de coopération universitaire entre le Togo et le Maroc. Les bases de cet accord vont être posées au cours de ce forum. Par rapport aux orientations du chef de l'État, il faut faire de la diplomatie togolaise une diplomatie de développement. Et donc nous nous attelons à voir les leviers sur lesquels nous pouvons appuyer pour accompagner ce développement. Donc le renforcement de la coopération universitaire se situe dans ce cadre. Et donc le Maroc aujourd'hui, en matière de formation professionnelle, en matière d'enseignement supérieur, en matière de recherche, le Maroc c'est un pays en voie de développement qui émerge dans cette domaine pointu, et donc pour nous il est de bon temps que nous puissions rapprocher ce royaume avec notre pays pour qu'en matière de recherche il y ait de la complémentarité, il y ait de l'accompagnement, que la coopération ne s'arrête pas seulement à l'offre de bourses de formation, mais également qu'il y ait des échanges d'expertise entre les professeurs, entre les laboratoires, entre les centres de formation pointus. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de notre présence dans ce forum, mais on va aussi discuter avec nos homologues togolais d'un certain nombre de points qui ont un rapport avec la formation, avec l'éducation.
Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est élaborer une feuille de route qui est à même de répondre ou de mettre des objectifs clairs pour le partenariat que nous souhaitons bâtir ensemble. Les travaux vont aborder des sujets tels que la coopération partenariat, convergence vers un développement durable et inclusif, capital humain, source de valeur et de performance, avec en toile de fond la problématique de l'éducation comme vecteur de développement de la coopération sud-sud. Le président de l'Université de Lomé a souligné la nécessité de promouvoir dans cette coopération les compétences scientifiques et technologiques des deux pays. L'Agence marocaine de coopération internationale a insisté sur les filières et les différentes bourses d'études offertes par le Maroc aux étudiants togolais. On attend cette année-là à recevoir 60 étudiants parce que cette année il y avait une augmentation substantielle du quota, presque il a doublé. On est passé de 40 à 70. Ajoutons à cela une offre de formation dans le domaine de la formation professionnelle. Donc il y a 70 bourses pour la formation universitaire, toutes filières confondues, et 30 bourses pour la formation professionnelle, dont 20 pour des formations initiales diplômantes et 10 pour les formations de formateurs. Parmi les communautés vraiment qui réussissent mieux leur formation, vraiment la communauté togolaise. Donc ils ont accès à toutes les formations d'ingénierie, les formations de médecine, les formations d'architecte, mais ils réussissent brillamment leurs études. Le Togo, qui a fait du développement du capital humain un axe majeur de son plan national de développement, attend beaucoup de ce forum. Il me plaît donc de saluer l'opportunité de ce forum qui s'ouvre ce jour. Il nous permettra de faire l'état des lieux de la coopération en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle et de recherche, et de poser les nouvelles bases d'un accord cadre de coopération universitaire tout en actualisant le format actuel de notre partenariat avec le Royaume du Maroc sur l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Pour le gouvernement togolais, il s'agit de maintenir le cap des réformes initiées et de faire en sorte que, lorsque nous disons que l'éducation est et doit être le vecteur clé du développement, cela ne soit jamais démenti. Au nom du président de la République, encore une fois, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Sa Majesté, le roi du Maroc, le Royaume du Maroc, pour leur constante sollicitude et leur engagement sans faille aux côtés du gouvernement togolais. Le ministre a salué l'excellence des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Togo et le Maroc. À l'issue de ce premier forum, il est attendu la signature des accords de partenariat entre les écoles, instituts d'enseignement supérieur et universités des deux pays. Ce pas de plus dans la lutte contre la poliomyélite. Des échanges ont eu lieu depuis ce matin sur comment éradiquer la maladie sur le continent africain. Les présidents des comités polio du bloc OMS de l'Afrique de l'Ouest sont à Lomé pour 4 jours. Les discussions devront amener les acteurs nationaux à renforcer davantage les systèmes de surveillance et de vaccination de Douaré. La poliomyélite, une maladie très contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Depuis 1988, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour interrompre la transmission du poliovirus. Des avancées significatives ont été enregistrées avec une réduction de plus de 99% de cas dans le monde. L'Afrique a également connu des succès dans la lutte contre ce virus, en particulier sur ces 3 dernières années. On note l'absence de circulation du poliovirus sauvage, le renforcement du système de surveillance et de l'immunité des enfants par le vaccin polio oral. À cela s'ajoute l'organisation des journées nationales de vaccination polio, entre autres. Des avancées certes, mais la maladie continue de sévir au Nigeria et au Niger. Il urge donc d'accélérer le processus d'éradication pour que la région africaine soit certifiée indemne de la poliomyélite. Cet atelier, c'est pour que tous ces membres des pays puissent nous dire les défis qu'ils ont dans les pays. Et par rapport à ces défis, il faudrait que ces membres
des comités nous disent quelles sont les stratégies qu'ils développent ensemble avec les ministères pour pouvoir couvrir toutes les populations de ces zones-là. Vous savez qu'on ne peut pas certifier la région s'il y a encore des poliovirus qui circulent dans les pays. Donc il est important que toutes les stratégies soient mises en œuvre dans tous les pays, dans toutes les zones, pour s'assurer qu'aucun poliovirus ne circule encore avant qu'on ne prononce la certification. Au Togo, le dernier cas de poliovirus sauvage date de mars 2009. Ce qui démontre l'efficacité des stratégies nationales de lutte et le travail efficient des comités et experts de certification polio et de confinement au Togo. Nous avons maîtrisé la situation, mais nous continuons de travailler à la base, c'est-à-dire de surveiller tous les enfants qui présentent une paralysie flasque aiguë, ça s'appelle PFA, qui est le premier signe de la poliomyélite. Le service de l'épidémiologie, le service des vaccinations continue de faire ces vaccinations systématiques. Ces vaccinations sont disponibles dans chaque centre de santé où se fait le PEV. La riposte est de vacciner tous les enfants, de bien documenter les cas, éventuellement si ce cas se trouve à une frontière, de faire des actions coordonnées avec le pays frontalier, de façon à ce que là-bas aussi, tous les enfants soient vaccinés. Nous avons la chance d'avoir un service de surveillance qui nous permet de canaliser et de surveiller tous les enfants dans tout le pays et plus particulièrement à toutes les frontières. Tant qu'un seul enfant reste infecté, tous les autres risquent de contracter la poliomyélite. L'Afrique doit pouvoir éradiquer de façon définitive d'ici à 2020 cette maladie virale dont la conséquence directe est la paralysie définitive. Début ce mardi, je vous l'annonçais en titre du 7e Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, Cialo. Expositions, rencontres d'échanges vont notamment marquer et animer cette plateforme de promotion des produits agricoles locaux. Nous reviendrons sur la cérémonie d'ouverture. Et pour tous ces entrepreneurs, est-ce toujours facile d'avoir des financements? Pas évident. Dans l'espace UMOA, depuis août dernier, on tente de minimiser ce handicap. Un dispositif de soutien au financement des PME, PMI est mis en place. En quoi consiste-t-il? Des précisions dans ce reportage de Antoinette Omanvavor. Le plan d'action pour le financement des économies de l'UMOA, adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en 2012, prévoit la mise en place d'un dispositif de soutien au financement des PME-PMI par les établissements de crédit. Il est prouvé que les PME rencontrent souvent des problèmes de financement alors qu'elles constituent 95% du potentiel économique. À cet effet, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a donc reçu le mandat de mettre en marche le dispositif. Ce dispositif qui va apporter donc une réponse appropriée à la problématique à travers des mesures incitatives offertes par la Banque centrale aux établissements de crédit et une meilleure organisation de l'accompagnement de ces entreprises. Les États membres sont appelés à prendre des mesures afin de pouvoir faciliter l'accès des PME à la commande publique. La BCAO aussi s'engage à permettre aux banques commerciales qui vont financer les PME dans le cadre du dispositif de pouvoir venir se refinancer plus facilement à son niveau. Le dispositif a prévu l'implication des cabinets de conseil, de formation, tout ça que nous appelons sur le vocable structures d'appui et d'encadrement des PME. Donc ces structures-là sont sélectionnées. Donc, à l'issue via manifestation d'intérêt pour pouvoir encadrer, accompagner les PME pour les aider à renforcer leurs capacités. Est concernée par ce dispositif une entreprise autonome productrice de biens et ou de services marchands. Elle doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier ou à tout autre registre équivalent. Avoir un chiffre d'affaires hors taxe annuel n'excédant pas 1 milliard de francs CFA, être suivi par une structure d'appui et d'encadrement. Écho du recensement électoral, la boucle sera bouclée demain dans la zone 2. Seulement encore 24 heures pour les retardataires. Hier, une de nos équipes était dans le Wawa, dans les villages Unabé et Oku. Pour certains, vous allez le voir, c'est la première fois de se faire enrôler. Reportage de Lucassi.
6e jour du recensement électoral dans la zone 2. Femmes, hommes et surtout les jeunes en âge de voter de la préfecture de Wawa continuent de se mobiliser pour l'accomplissement de leurs devoirs citoyens et civiques. C'est l'exemple de Abla Akpedie Mali qui met pied pour la première fois dans un centre de recensement et de vote pour se faire enrôler et disposer de sa carte d'électeur. Elle se fait enregistrer au CRV EPP Ounabé du canton d'Ounabé. Ça me fait beaucoup plaisir d'être aussi togolaise. Et du tout, c'est ma première fois et je peux dire que ça m'a beaucoup plu. Également, je suis contente d'être. Je suis vraiment pressée d'avoir cette carte-là. Après avoir rempli la fiche de renseignement et suivi le reste des étapes chez les agents de CELI et les opérateurs de saisie, Abla Akpedie est rentré en possession de sa carte d'électeur en quelques minutes. Du haut de ses 18 ans, elle se dit désormais prête et habilitée à voter lors des échéances électorales à venir dans le pays. Je viens d'avoir ma carte d'électeur et je suis très contente pour ça. J'attends le jour des élections pour aller voter aussi. Je suis très fier de cette carte électeur parce que c'était la première fois que je fais cette carte dans ma vie pour être électeur dans mon pays. À quelques enclavures de ce CRV, ceux de Imoussa et de Oudjé, toujours dans le canton d'Ounabé. Malgré leurs occupations champêtres, les populations de ces localités sortent massivement pour se faire enrôler. Nous sommes au CRV de Ounabé, EPP Ounabé. C'est le premier CRV de la préfecture en allant vers Badou. Donc depuis le début, bon, ça allait bien. Et hier même on était très fatigués. Il y avait affluence ici. Hein. Les gens viennent. Oui, bon, c'est ce matin que la machine avait fait un peu problème. Nous avons appelé nos frères là-bas. Ils sont venus déboulonner le problème. Et puis bon, on a repris. Notre centre est dénommé EPC Imoussa. Donc depuis le 17, le recensement se passe correctement. Il n'y a pas de problème. Seulement des fois, c'est les pannes techniques au niveau des générateurs et autres. Sinon au niveau de la population arrive à l'heure et ça se passe dans de bonnes conditions. Depuis le 17, les gens se sont sensibilisés, ils sont arrivés à temps. Il y a assez d'influence. Le canton de Oku abrite plusieurs CRV, dont celui de l'EPP Oku. Ici aussi, l'opération de recensement électoral se déroule bien, à en croire le président de ce CRV. Dans notre localité à Oku, les choses se passent bien. Il n'y a pas de problème. Et les gens viennent massivement se faire recenser. Et les choses vont bien. Encore 2 jours et les rideaux vont tomber sur ce processus de recensement dans la zone 2. Les retardataires et ceux qui hésitent encore sont appelés à faire le déplacement des CRV pour se faire établir leur carte d'électeur et accomplir ainsi leurs devoirs civiques. Voilà un recensement, un reportage réalisé, vous l'aurez compris, hier lundi. Suite également de l'opération à Sotoubois dans les cantons de la préfecture. La marque Bozona s'y est rendue pour constater le déroulement sur le terrain. Voici ce reportage. Les uns debout, les autres assis, mais tous patients, chacun attend son tour pour se faire enrôler. Une patience qui s'étend à cette citoyenne qui, bébé dans les bras, est déterminée à accomplir ce devoir civique. L'affluence constatée ici et là dans les centres de recensement, notamment à Ouda, à Djengere, Sotouboisville et Tchébébé, témoigne de l'engouement que suscite cette opération dans la zone 2. Il y a de l'affluence, la population nous envahit et que vraiment nous avons beaucoup travaillé et actuellement nous pouvons dire que nous avons fait presque la moitié de la population recensée. Nous comptons enrouler presque toute la population et je suis sûr qu'on va arriver à cet objectif. Depuis le mercredi qu'on a commencé, tout se déroule bien. Au début vraiment on a eu une affluence et progressivement il y a eu quand même baisse de l'affluence au fur et à mesure que les jours avancent. Mais pour dire chaque jour quand même on a des gens qui se mobilisent pour se faire recenser. Au début on avait quelques petites pannes de la malle, mais dès le premier jour tout a été réglé et aujourd'hui on n'a aucune difficulté liée au matériel que nous avons reçu. Les opérations se déroulent normalement sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et de sécurité.
Le recensement électoral dans la zone 2, c'est du 17 au 24 octobre pour les Togolais en âge de voter de se faire enrôler. Et demain, donc le 24 octobre, ce sera le dernier jour dans la zone 2. Le mouvement des femmes unies a désormais un logo. L'image a été dévoilée cet après-midi. Une cérémonie couplée de l'installation des comités cantonaux et préfectoraux de base. Nous reviendrons sur le reportage dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, les réseaux sociaux, nous vous l'annoncions en titre, sa mauvaise utilisation, les influences, les étudiants de l'université de Kara en parlent, but justement les amener à une approche plus rationnelle. Nestor Mouchou. La problématique de l'utilisation défectueuse des réseaux sociaux au cœur des débats de cette rencontre animée par les professionnels des médias et les enseignants-chercheurs de l'université de Kara à l'endroit des étudiants. L'initiative a été prise par le HACAM, au Conseil de coordination des associations et mouvements estudiantins, et la CNJE, Coordination nationale de la jeunesse estudiantine, qui ont jugé nécessaire de sensibiliser les étudiants en particulier et les jeunes en général sur les abus qui sont légion sur les réseaux sociaux. Juste après la crise de août 2017, nous avons remarqué que les réseaux sociaux sont devenus un lieu où n'importe qui pouvait écrire un truc et balancer. Que ça soit vrai ou faux, cela devenait une bible pour certains. Alors les esprits faibles s'y prêtaient à ce jeu. Nous savons bien quel est le prix de la paix. Alors le HACAM et la CNJE, ayant réfléchi à cela, on s'est dit mais quand même il est important qu'on puisse toucher la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui était la plus exposée à ça. Nous avons invité certains hommes de médias qui essaieront de développer des thèmes par rapport à ça. Donc les professeurs aussi essaieront de toucher l'aspect juridique de l'utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, quand une personne essaie de publier des informations qui sont fausses ou dangereuses, ce qu'il peut encourir. Puisqu'il s'agit d'un colloque, les thématiques sont discutées en panel et en conférence. Les médias dans la crise au Togo, les réseaux sociaux, atouts ou dangers dans la vie universitaire, l'impact de l'utilisation défectueuse des réseaux sociaux sur la cohésion sociale, ce sont là les points autour desquels les débats ont tourné. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir, communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et du ministre de la santé et de la protection sociale. Deux ministres donc considérant les nécessités du service ARECT. Article 1er. Un concours de recrutement directeur régional du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé et de la Protection sociale est ouvert le 22 octobre 2018 dans les centres de Lomé et de Kara. Article 2. La date de l'écrit est prévue pour le 5 décembre 2018. Article 3. Le concours est organisé en l'intention des Togolais des deux sexes remplissant les conditions que vous pourriez consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci met fin à ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir donc dans le Wawa, à Ounabé notamment, et comme d'habitude et toujours fidèlement. Belle soirée.